Bonsoir tout le monde. Cette semaine, chez House of Room, mon invité, M. Stéphane Luce. M. Luce est président, fondateur, enquêteur de MDIQ, Meurtre, Disparition irrésolue du Québec. Donc, avant que l'OSBL ouvre ses portes, en 2017, il y a eu un événement tragique et ça date de maintenant 43 ans, qui est le meurtre de votre mère le 1er avril 1981. Meurtre, pas encore à cette étape-ci parce qu'elle a été battue à mort, mais quelques jours plus tard, s'en est suivi la mort de votre mère. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Comment vous l'avez su? Bon, la manière que ça s'est produit, moi j'étais pensionnaire à l'Académie Michel Provost à Montréal. J'étais malade, donc je devais tenter de rejoindre ma mère pour justement retourner à la maison. Ça prenait une permission parentale pour pouvoir sortir de l'école. Comme je le disais, j'étais pensionnaire et puis ça répondait pas. Donc l'école s'est chargée de téléphoner au patron de ma mère, donc au travail de ma mère. Puis là, c'est là que l'école s'est rendu compte que ma mère n'était pas là, elle n'a pas pu répondre. Le patron, lui, a tenté de joindre quand même la famille pour essayer de savoir ce qui était justement son employé qui n'était pas rentré ce matin-là, chose qui était inhabituelle. Donc, a téléphoné chez sa mère, ma grand-mère, et puis là, ma grand-mère a envoyé son frère, donc le frère à ma mère, à mon oncle, vérifier là, chez nous si tout allait bien. Puis finalement, la porte était déverrouillée à l'avant. Et puis là, quand il est rentré, il est allé voir ce dans la chambre. Puis c'est là qu'il s'est aperçu que sa sœur était ensanglantée dans son lit. Puis là, il a été pris de panique. Donc, il est parti, mais il a essayé de téléphoner à la police. Ça n'a pas fonctionné. Les lignes avaient été coupées. Donc, il a pris sa voiture puis s'est rendu au poste de police qui est sur Curie-Poirier à Longueuil, parce que ça s'est produit à Longueuil. Et puis là, il a dit, ma sœur est morte. Donc, la police s'est rendue là immédiatement. Les ambulanciers se sont rendus là. Puis finalement, elle n'était pas encore décédée, comme tu l'as mentionné. Ça s'est produit comme 3 jours plus tard, mais elle s'est jamais réveillée pour parler de quoi que ce soit. Donc, ça a toujours été comme finalement, c'est comme si elle était décédée. Elle n'a jamais parlé. Donc, on a eu certains indices que la police a pu avoir à ce moment-là. Il n'y en avait pratiquement pas. Parce que, premièrement, c'était comme traité comme une agression et non pas comme un meurtre. Les lieux n'ont pas été sécurisés. Les ambulanciers, les policiers sont entrés. Tout le monde pensait qu'elle se réveillerait fort probablement et qu'elle pourrait parler, mais chose qu'elle n'a pas faite là, finalement. Donc, en gros, c'est comme ça que ça s'est produit. Comment je l'ai su? C'est sûr que mon oncle s'est chargé, un autre de mes oncles, là, parce que ça fait le tour de la famille assez rapidement, s'est chargé d'appeler à l'école pour dire, on ne va pas aller chercher Stéphane immédiatement. On va aller le chercher le plus tôt possible. Il est arrivé quelque chose à sa maman. Donc, tu peux le garder à l'école encore un petit peu, le temps qu'on règle certaines choses pour aller le chercher. Donc, moi, j'étais toujours pas au courant, jusqu'à ce qu'on vienne me chercher, là. On est venu me chercher, il était 4 heures dans l'après-midi, finalement. Puis c'est là, en embarquant dans l'auto. Là, je disais, où ma mère? Je trouvais ça drôle que mon oncle vienne me chercher, chose qui était, je voyais mon oncle juste à Noël, habituellement, là, il arrive, après l'école, puis en mois d'avril, fait que, c'est là qu'il m'a dit, ta mère a été battue. Mais tu sais, sans plus. Il y avait beaucoup de difficultés à s'exprimer, il savait pas comment le dire, il voulait pas mentir, il voulait dire les vraies choses. Donc, puis moi, là, je suis resté un petit peu surpris de la réponse, mais dans ma tête d'enfant de 13 ans, elle a été battue, un coup de poing au visage, tu sais, c'était pas ce qui s'est passé, finalement, que j'imaginais absolument pas. Donc, c'est ça, là, quand j'ai vu la famille, parce que tout de suite, on est allé dans la famille malgré que j'étais malade, parce que je ne pouvais pas aller chez moi. Je me suis ramassé chez ma grand-mère, puis là, le monde pleurait, puis c'était vraiment comme assez bizarre comme atmosphère. Là, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais jusqu'à ce que j'apprenne finalement le samedi à son décès, le 4 avril 81, que finalement, c'est un meurtre, là, parce qu'elle en est morte. Et puis, j'ai plus réalisé le lundi, quand j'ai vu dans le Journal de Montréal son visage en première page, ça fait comme fou. Donc, c'est pas mal comme ça que j'ai appris la nouvelle. Mais tu sais, en ayant 13 ans, c'est pas les vraies choses qu'on me disait. C'était plus, ça va aller, ça va se passer, inquiète-toi pas, pendant ces journées-là. Donc, c'était pour amoindrir le choc, j'imagine, là.
Ouais, puis dans le fond, je pense que le monde le croyait, tu sais, qu'il était peut-être pour s'en sortir, parce que pas tout le monde avait été la voir, mais moi, dans ma tête à moi, je faisais confiance aux adultes autour de moi, là, qui me disaient qu'elle s'en sortirait. Ben, je m'en faisais pas avec ça, mais ce fut un choc, là. Le samedi après-midi, ouais, c'est ça. C'est là que j'ai eu comme le coup de pelle dans le fond, là. Tu m'as dit, ton oncle est entré, donc la porte était déverrouillée. C'était dans les habitudes de Mme Roxane de laisser la porte déverrouillée? Pas du tout. En fait, il y a beaucoup de choses. Tu sais, j'ai fait mon enquête avec les années. Là, je vais peut-être aller un petit peu dans les détails dans ce sens-là, mais aux yeux des policiers de 81 à 97, jusqu'à ce que je me mette le nez dans le dossier, elle avait ouvert la porte à son agresseur. OK. Bon. Par contre, moi, je me souviens quand j'étais récupéré mes choses, mes fenêtres de chambre étaient percées et brisées. Ça était craqué. Il y avait une craque dans la fenêtre parce qu'il avait percé dans le cadrage d'aluminium par appuyant pour ouvrir. Dans le fond, ça a été percé dans le cadrage d'aluminium pour déverrouiller la fenêtre. C'est des fenêtres qu'on tirait, la petite poignée, là. Bon, la personne a percé là, la poignée a levé, puis il a poigné la fenêtre en même temps. Fait qu'en poussant sur la fenêtre, ça a fait une belle craque sur la longueur. Puis moi, j'ai une cicatrice sur le poignet que j'avais brisé cette fenêtre-là au mois de novembre 80, puis elle avait été réparée. Donc, je sais que entre novembre et mars 81, parce qu'on parle du 1er avril, si vous voulez, ben, il n'y a pas eu rien qui s'est fait au niveau des fenêtres. C'était quand même l'hiver. Moi, je savais qu'il y avait eu infraction parce que je regardais même à travers le trou dans le cadrage d'aluminium, puis je voyais des copeaux d'aluminium sur le bord de ma fenêtre parce qu'on était dans un sous-sol. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Puis c'est en 97 quand j'ai pu mettre la main sur le dossier, le lire accompagné d'un enquêteur, qui était mentionné qu'elle avait ouvert la porte. Puis je dis, wow, là, ça marche pas. Là, mes souvenirs ne fonctionnent pas du tout avec ce que je lis. Fait que c'est un gros débat entre la police de Longueuil, encore aujourd'hui, et moi. Moi, je sais que ce que j'ai vu, là, eux, ils n'ont pas le choix de se baser sur ce qui est écrit puis sur les constatations des enquêteurs du passé. Mais moi, je sais pertinemment que, en fait, il y a eu infraction et la personne a entré par cette fenêtre-là, soit juste avant le meurtre ou il a perforé les fenêtres quelques jours avant pour préparer son coup, parce que les fenêtres de la chambre à ma mère étaient à l'envers, les poignées qui verrouillent étaient à l'extérieur. Donc, la personne est rentrée par ma fenêtre pour aller tourner les fenêtres de la chambre à ma mère de bord pour qu'il puisse avoir accès facilement, rapidement la journée qu'il avait décidé de faire son coup, finalement. Puis quand il est parti par la porte d'en avant. Sans la verrouiller, tout simplement. Il s'est pas cassé la tête à passer par une fenêtre. Là. Donc, ça, c'est le scénario de Stéphane Luce, adulte, qui est pas comme endossé par la police actuellement, mais c'est quand même le scénario qui est le plus probable. Mais vous avez déjà aussi, tu as déjà aussi parlé des lunettes de ta mère, parce que ta mère voyait absolument rien, qui était resté sur la table de chevet de la chambre, je crois. Ouais. Donc, pour elle, c'était impossible d'aller ouvrir la porte. Elle ne voyait rien. Ben, c'est sûr que si j'avais cogné à la porte avant, puis j'aurais dit, maman, c'est Stéphane, peux-tu venir m'ouvrir, puis qu'elle avait, tu sais, j'aurais été un adulte, là, elle aurait pu bouger dans la maison pour aller ouvrir la porte. Et là, on parle de quelque chose qui s'est passé à 11h30 le soir. Et là, pour ceux qui connaissent un peu c'est quoi la myopie, ma mère portait du moins 11. Fait que, à moins 4, là, on peut même plus conduire. Là. Fait qu'à moins 11, c'était des fautes de bouteilles. Ses yeux étaient petits quand elle portait ses lunettes. Donc, il aurait fallu qu'elle mette ses lunettes, qu'elle aille ouvrir la porte et puis qu'elle accepte que la personne reste dans la maison parce que ses lunettes avaient été redéposées sur sa table de chevet. Donc, il y a un non-sens à ce niveau-là. Donc, c'est sûr et certain qu'elle s'est pas levée pour aller ouvrir la porte cette nuit-là. Il y avait quelqu'un qui l'attendait sagement dans la maison. Et puis, au moment de sa soupir, ben, il a peut-être attendu 5-10 minutes, il a pris son courage à deux mains, puis il est allé dans la chambre, puis il a fait ça vite. Ça fait rapidement, quand quelqu'un est assoupi, c'est un sous-sol, donc un plancher qui est en ciment, donc c'est vraiment silencieux quand on marche là-dessus. C'est un tapis Beira qu'il y avait partout dans l'appartement, sauf dans la cuisine et salle de bain. Rentrer dans la chambre, là, sans faire de bruit, c'est pas trop long, donc elle s'est pas aperçue là, vraiment de ce qui s'est produit.
la quantité de coups qu'elle a eu, elle s'en est rendue compte parce qu'elle s'est quand même protégée le visage parce qu'elle avait les doigts cassés. OK. Puis après ça, ben, elle servait de bord parce qu'elle en avait assez dans le visage puis sur les mains qu'elle s'est fait défoncer l'arrière de la boîte crânienne. On voit très bien ce qui a pu se produire juste par l'autopsie puis la nature des blessures. C'était essentiellement au visage, un peu au corps, mais vraiment essentiellement au visage. Là. Ça, j'ai lu comme quoi il y avait à peu près, je ne sais pas si j'ai le chiffre exact, là, le nombre exact, 70 coups de bâton portés principalement au visage et à l'arrière de la tête. Voilà. En fait, c'est une information que j'ai obtenue de l'enquêteur que je présume qu'il a obtenu du coroner ou de peu importe ceux qui ont fait les analyses finalement ou l'autopsie. Là, donc, mais tu sais, c'est pas écrit nulle part là, la quantité de coups, mais par les dégâts qu'elle avait au visage et à la tête, on peut très bien imaginer que ça a été incessant comme attaque. À cette époque-là, il n'y avait pas de IVAC ou CAVAC pour vous aider. Est-ce que vous avez eu droit à, je ne sais pas, à de l'aide psychologique ou vas-y mon grand, continue ta vie? Vas-y mon grand, continue ta vie. Puis ça, c'est tout le monde, là, tu sais, je veux dire, la famille, je veux dire, j'ai vu ma grand-mère pleurer sa vie là, pendant les 20 années qui ont suivi, tu sais, elle est décédée en 2000. J'ai ses frères, ses sœurs, je veux dire, il y en a qui sont plus capables de voir des scènes sanglantes, là, je veux dire, celui qui a ouvert la porte de la chambre quand il a vu ma mère, lui, il s'en est pas remis, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose, c'est des scènes qui sont assez horribles. Moi, j'ai tenté d'aller voir ma mère parce que je voulais la voir. J'étais à l'hôpital, puis là, on me disait non, moi, je comprenais pas. On me disait, ouais, mais t'as juste 13 ans. Ça prend 14 ans. Ben là, tu sais, j'ai essayé d'y aller seul, puis je pense que le mot a couru, tu sais, de laisser pas passer. Lui, tu sais, j'étais un fait filou quand même, mais j'aurais été capable de me rendre, mais ils ont vraiment mis la gomme pour pas que je me rende là. La chambre était gardée par un policier. Donc, mais non, pour l'aide psychologique, ça a été difficile. Tu sais, je peux pas dire que ça a été quelque chose de facile. Moi, ce qui m'a aidé, puis tu sais, je le dis, puis parce que tu sais, je me suis analysé avec les années, ce qui m'a aidé, c'est que j'étais pensionnaire. Tu sais, j'étais pensionnaire, j'étais dans ma 2e année de pensionnat, donc j'étais habitué de pas voir ma mère en semaine. Fait que quand je suis retourné à l'école par la suite pour finir mon année, ben en semaine, c'était comme si elle n'était pas décédée, là. Tu sais, c'est la fin de semaine qui changeait, fait que ça a été moins difficile, mais c'est sûr qu'à chaque fois que je revenais chez nous, puis que ben, c'est sûr que ma grand-mère, ça a pris plusieurs mois avant d'être capable de me regarder sans pleurer, là, tu sais, parce qu'elle elle trouvait ça juste que moi et ma sœur handicapée intellectuelle, qu'on n'ait plus notre mère. Donc, non, on n'a pas eu d'aide. Tu sais, je veux dire, une anecdote, 4 ans plus tard, tu sais, j'étais un petit peu dissipé à l'école. J'allais à l'école publique, là, finalement, à Longueuil, 2 ans après. Puis, on m'a suggéré d'aller rencontrer un psychologue à l'école. Parce que j'écoutais pas. Puis, tu sais, j'arrivais d'un collège privé, puis là, je m'en vais au public, puis tout ce qui enseignait, je l'avais déjà vu, puis j'étais pas sérieux. Puis il pensait que j'avais des problèmes, mais personne ne connaissait mon passé. Puis là, ben, j'étais voir le psychologue, puis là, il m'a demandé pourquoi que j'ai ça, etc. Puis il était en profondeur dans ma vie jusqu'à temps que j'y annonce ça. Puis là, ben, c'est lui qui s'est mis à pleurer. Tu sais, fait que là, j'avais 17 ans, puis j'étais obligé de dire, ben non, monsieur, inquiétez-vous pas, là, ça va. Puis là, j'étais en train de consoler un psychologue, fait que je pense que des psychologues sont, je veux dire, dans ma tête à moi, je dis, il n'y a pas personne qui est prêt à entendre ça, tu sais, à entendre parler de ça, puis déjà que c'était gênant de parler de ça, hein, parce que, tu sais, dans les années 80, les femmes qui étaient assassinées, ils méritaient quasiment d'être assassinées. C'est comme s'il y avait toujours une bonne raison. C'était des prostituées, c'était des drogués, tu sais, c'est une mère de famille qui s'occupe d'un enfant handicapé, puis de petit garçon, là, énervé ici et là, puis qui essaie de lui donner une bonne éducation, puis que, tu sais, elle était quand même adjointe administrative chez Probe Science, une compagnie de logiciels à Montréal. C'était quand même assez, tu sais, une bonne job qu'elle avait. Donc, moi, je me faisais poser la question par mes pères à l'école, ouais, mais ta mère, c'était une pute?
Tu sais, c'était clair de même, les enfants, là, ça n'a pas de filtre, là. Puis moi, ben là, j'avais juste le goût de dévisser la tête, là, chaque fois que j'entendais des choses comme ça. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, t'arrêtes de le dire que ta mère est assassinée. Tu dis juste que ta mère est décédée, tu sais. Après ça, ben, comment est-ce qu'elle est décédée? Ben là, j'ai commencé à mentir un peu. Crise de cœur. Ça, c'était normal. Ah, c'est de valeur. Ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'autres questions à répondre. C'était beaucoup moins difficile pour moi. Tu sais, fait que c'était ma façon de me protéger au niveau de ces événements-là. C'était de pas dire la réalité, tu sais. C'était pas intéressant de toute façon. Quand je disais qu'elle avait été assassinée, j'avais vraiment le droit à des jugements, finalement. Puis tout le monde essayait de trouver des raisons que ma mère ait mérité comme sa mort. Fait que je trouvais ça un petit peu difficile. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, ça évolue dans le temps, les années 90. J'ai commencé à en parler quand j'étais adulte avec des amis. Ben là, mais même encore, les réactions étaient quand même, tu sais, c'est moi qui avais subi ça, puis je devais comme dire, ben non, c'est pas grave. Toujours, c'est correct, je m'en suis remis, regarde. Puis j'étais quand même un bon vivant. J'étais pas un garçon triste là, après les événements. J'étais un garçon jovial. Ben, j'étais un clown. Tu sais, la musique, c'était important. Les amis, c'était important. Puis, tu sais, c'est surtout ça qui m'a sauvé. Mais j'avais aucune tolérance avec l'autorité. Ça, j'ai eu beaucoup de difficultés avec l'autorité, là, des noms pour rien, puis des adultes, là. Moi, je faisais plus confiance aux adultes, là. C'était comme un adulte qui a fait ça à ma mère, là, c'est inacceptable, puis tu sais, ça n'arrivera plus jamais autour de moi, puis j'étais hyper méfiant. Mais finalement, ben, c'est ça. J'ai fait mon chemin à ce niveau-là, puis c'est sûr que, tu sais, quand ça fait 5, 6, 10 ans, ben, à un moment donné, tu t'en ressors, tu sais, c'était ma mère, oui, mais à un moment donné, j'ai eu plus sans ma mère qu'avec ma mère. Fait que, tu sais, ça s'estompe un peu dans le temps, mais c'est toujours inacceptable, même encore aujourd'hui, avec 43 ans. Ce qui me surprend beaucoup, puis pas juste moi, là, les anciens collègues de travail de votre mère, de McDonald's Tobacco puis Dominion Textile, qui est, OK, pas un homme qui soit au courant de quelque chose, je peux comprendre, là, mais qui n'est pas une collègue, qui n'a pas juste une phrase à dire à ce sujet-là, pour moi, puis je ne suis pas enquêteur, là, loin de là, c'est impossible. Ça se peut juste pas. C'est-tu l'omerta? Quoi, si vous savez quelque chose, parlez pas, sinon vous allez être rétrogradé ou je sais pas quoi. Ou... Ben, tu sais, elle était comme je disais, elle était rendue chez Probe Science, elle était plus chez McDonald's Tobacco. Elle avait beaucoup de connaissances, de beaucoup d'amis qui provenaient de chez McDonald's Tobacco. Même la personne qui est soupçonnée aujourd'hui de son meurtre a travaillé avec elle chez McDonald's Tobacco. C'est là qu'il l'a connue. Par contre, après McDonald's Tobacco, elle est partie pour Dominion Textile pendant 1 an ou 2, tu sais, puis après ça, elle est partie de Dominion Textile pour j'ai Probe Science, fait qu'elle a fait son chemin, puis elle fréquentait plus ces gens-là. Fait que je pense que c'est normal que ces gens-là sachent rien à ce niveau-là. Par contre, que son chum de l'époque tente pas d'en savoir plus, puis tente pas d'aider, puis qu'il réponde avec des réponses un peu prouve-les. Tu sais, genre, quand tu dis ça, c'est comme moi, ma blonde se ferait tabasser, elle se ferait tuer. Ça serait, hey, c'est qui a fait ça, puis je veux savoir c'est qui, je peux-tu faire de quoi pour t'aider, je vais passer le détecteur de mensonges, je vais y aller à la télévision, je vais bouger tout. Ben là, tout le monde me connaît, ils savent que je vais tout bouger, mais c'est ma nature, ça à moi. Mais la plupart des familles que je fréquente qui ont vécu un drame comme ça, des conjoints qui ont rien à se reprocher, ils vont tout faire pour aider. Là. Ça n'a pas été le cas dans ce cas-là, mais ce qui s'est produit, en fait, c'est que quand ça s'est produit, ça, en 81, jusqu'en 97, là, ben moi, je faisais confiance à la police. Moi, dans ma tête à moi, la police travaillait sur le dossier. Puis, j'étais convaincu que la police travaillait sur le dossier. Jusqu'à temps que j'aille frapper à la porte de la police pour poser des questions, puis que là, je me rende compte que on me prenait pour un idiot. Parce que je cacherai pas la vérité, c'est ça. On me prenait pour un idiot, on essayait de me taire, on voulait me retourner chez nous, arrête de nous achaler.
Puis on sait c'est qui, c'est un asti de bâtard, puis ça sacrait de même, ça me parlait à moi là, comme ça, puis ben là, si c'était un asti de bâtard, poigné, on n'a pas de preuves, ben si t'as pas de preuves, comment tu fais pour savoir que c'est lui? Fait qu'à un moment donné, j'en suis venu même à défendre le suspect. Parce que là, je me disais, là, vous me répondez de toute façon à ce que je crois pas ce que vous me dites, là. Puis là, j'ai même été rencontré le suspect à un certain moment donné, en 97. Puis là, je me suis rendu compte que lui, il me disait juste la vérité. Là. Puis je me revirais vers la police, puis il voulait rien me dire. Puis il était même recherché partout aux États-Unis, mon suspect. Puis je l'ai trouvé à la Chine. Fait que là, quand je leur ai dit, je vais là, vous cherchez partout, mais il était à la Chine. Il était à telle place, telle adresse. J'ai été le voir. Fait que c'est bien lui. Puis il est en chaise roulante. Il s'est fait battre en 88. Il était 2 ans et demi dans le coma. Il n'a pas déménagé de 81 à 88. Quand il a déménagé, c'est parce qu'il est allé dans ce centre-là où est-ce que je te donne l'adresse. Toutes ces choses-là, si la police aurait dû me dire en 88, ouais, ben le suspect s'est fait ramasser comme faux, là, tu sais, puis on n'a pas toujours pas de preuves, mais tu sais, le karma, whatever, en parler, mais c'est moi qui leur apprenais tout ça. Puis moi, ben, c'est sûr, j'ai jamais lâché le morceau. Moi, c'était de trouver la vérité, là. C'est pas trouver coupable, là. Puis ça a toujours été ça ma logique. J'accuserai pas quelqu'un parce que ma mère est morte. Je vais accuser quelqu'un parce que je suis certain que c'est ma mère. C'est comme ça que je pensais à l'époque. Mais la manière que je voyais ça, pour les corps de policiers à l'époque, c'était ben, ça prend un coupable, c'est tout. On est certain que c'est lui. On n'a pas de preuves, c'est lui, là. Rentre tout ça dans la tête. Puis moi, ça m'a jamais rentré dans la tête jusqu'à ce que j'aille le rencontrer là, en 2023, en 2022 en fait. Tu sais, là, j'ai eu comme un autre feeling, une autre façon de l'approcher qui m'a donné des réponses, mais ça a été très, très difficile, très décevant en fait, parce que je me suis rendu compte que j'avais comme abandonné ma mère pendant 16 ans sans m'en occuper, en croyant que la société s'en occuperait. Puis ça n'a pas été le cas. Ça a été dans le fond, j'ai vécu mon vrai deuil. Là. Je l'ai vécu en 1997. J'étais comme 2 ans. De 97 à 99, là, j'étais enragé. Là. J'étais pas content. Puis je gardais mon calme quand j'allais voir les autorités pour continuer à me parler comme si j'étais fatigant. Puis Oui. on me disait, assis-toi là en attendant que j'arrive. Non, je suis pas venu ici m'asseoir. Puis tu me parleras pas de même. Tu me tutoieras pas non plus. Moi, je suis pas un criminel. J'avais 13 ans, je faisais 72 livres quand ma mère est morte. Fait que c'est pas moi qui est allé fesser dans la chambre. Là. Moi, par exemple, je vais te fesser en parole jusqu'à temps que j'aie mes réponses au complet. Là. Puis le dossier, je veux le lire. Puis j'ai réussi à le lire. Ben, il a fallu que tu sais, les pages étaient contrôlées, là. Ils étaient tournés vite, puis moi, il fallait que je revienne, puis je me chicanais un peu avec l'enquêteur. Je me disais, hey, laisse-moi lire, c'est important, ça. On va juste revenir un peu avant de se rendre à cet endroit-là. Le fameux suspect en question, on parle bien du nom fictif, Steven? Oui. OK. C'est lui. Est-ce vrai qu'il n'a pas voulu parler aux policiers et passer un polygraphe? Ben, il n'a pas eu le choix de parler aux policiers. Il a eu, ils ont toute une détention, là. Je pense que c'est 24 heures gros max, là, tu sais. Puis s'ils sont pas capables de rien sortir de quelqu'un au bout de 24 heures, ben, ils sont obligés de le laisser aller, là. Ils peuvent pas s'acharner dessus. Puis ils n'ont pas réussi à obtenir quoi que ce soit. Moi, je l'ai lu de ce qui s'est dit, puis il n'y a pas grand-chose qui ressemble à un interrogatoire qui a été posé comme question. C'était plus comment était Stéphane, comment avez-vous connu Roxane, quand est-ce la dernière fois que vous l'avez vu, mais c'était pas, il essayait pas de le piéger, quoi que ce soit, tu sais, fait que c'était, mais ouais, effectivement. Donc, en fait, il a refusé le détecteur de mensonges parce qu'il était intimidé par cette machine-là. Et puis, ils ont pas réussi à sortir des verres du nez parce que c'est un anglophone. Puis, les enquêteurs parlaient pas anglais, là, tu sais. Ils marmonnaient une couple de mots anglais, là. C'était pas des parfaits bilingues, puis lui, ben, il avait juste à utiliser des mots un petit peu compliqués là, pour les dérouter, là, puis j'imagine, là, je spécule, là, je suis capable d'imaginer comment est-ce que c'était, parce que c'est sûr que dans ce temps-là, c'était plus que mon père, par exemple, il s'est fait comme ramasser par ces enquêteurs-là, puis il s'est fait garocher
les dents de ma mère sur la table. Les gars parlent, on sait que c'est toi. Ça, oui. Ça, je l'ai trouvé pas mal fort. Elle dit, écoute, dis donc que c'est toi. Puis tu vas pogner juste 10 ans. Rien, comment ça? Il dit au bout de 5-6 ans, tu vas être capable de sortir. Mais là, je dis, faut pas dire que c'est moi. Ça va donner quoi? C'est pas moi, c'est pas moi. Fait que, c'était leur façon de poser des questions, c'était plus de l'intimidation, puis des promesses que ça sera pas plus que 10 ans en prison. Puis tu sais, au lieu d'essayer de pogner, c'était différent. Là. On est en 81. On est loin de 2024. Puis, c'est les bonnes vieilles techniques policières du temps, disons. Ben, c'est ça, la vieille police, comme on dit, comme je m'amuse à dire. Ils sont bien repris aujourd'hui. Moi, j'ai lu, puis peut-être que c'est une erreur d'information que j'ai trouvée, que le dossier avait été mis dans les cold cases le 14 décembre 82. Ouais. OK, déjà même un peu plus d'un an, OK, on ne sait pas c'est qui, cold case. Exact. Ben, cold case, en fait, c'est le rapport du coroner qui stipule que le dossier est comme, il n'y a plus rien à rajouter. Fait que pour des raisons administratives, on ferme le dossier. Tu sais, parce que dans le temps, le mot fermer le dossier existait. Maintenant, le dossier est toujours fermé aujourd'hui, mais il n'utilise plus le mot fermé. Il utilise le mot encore ouvert. Mais, tu sais, encore ouvert. Encore ouvert aux Archives nationales du Québec à prendre de la poussière en attendant que le téléphone sonne. Mm-hmm. Tu sais, fait que c'est ça. Puis on sait très bien que si jamais ils ont de l'information, moi, on me disait que ça prenait 2 semaines pour recevoir un dossier des Archives nationales du Québec. Mais je savais pas que c'était les Archives nationales du Québec. On me disait les archives. Moi, je pensais que c'était les archives de la police. Là. Je veux dire, ils ont assez de cas qu'à un moment donné, il faut qu'ils les mettent quelque part, ces dossiers-là. Là. C'est certainement pas dans le bureau de l'enquêteur que ça va se retrouver. Fait qu'envoyer ça aux archives. Tu sais, les pièces à conviction étaient dans le sous-sol au poste de police sur le Poirier, à Longueuil. Dans le temps, en 97, c'était tout au sous-sol. Maintenant, je pense que ça a tout été déménagé. Mais pour moi, les archives, c'était peut-être pas dans cette bâtisse-là, mais c'était des archives de la police quelque part, tu sais. Puis on me le disait, faut que je fasse venir des archives. Ils m'ont jamais dit, faut que je fasse venir de la Bibliothèque nationale, des Archives nationales du Québec. Là, ça aurait été différent. Là. J'aurais été le chercher avant eux autres, là. Tu sais, je l'aurais là, moi, dans le fond, là, il a été, ce dossier-là, il a été archivé à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, en 1992. Moi, c'est à partir de 97 que je le demandais pour le lire, là. Je l'ai demandé jusqu'en 2018. Okay? Ouais, parce qu'en 97, si je ne me trompe pas, en novembre, votre mère était photographe et vous faisiez de la photographie avec elle. Ouais. Et vous cherchiez une banque de négatifs. Ouais. C'est là que vous allez voir la police, puis qu'est-ce qu'ils vous ont dit là-dessus? Ben, moi, en fait, ce que j'ai fait avant tout, là, j'ai voyagé dans mon jeune temps, puis ça m'a permis de peut-être partir. J'étais à Vancouver, tout ça. Puis pendant que j'étais à Vancouver, j'ai dit, moi, j'avais un laboratoire de photos qui m'attendait chez moi, mais 0 négatif. Puis ces négatifs-là, bon, on les avait, là, je travaillais avec ma mère le samedi, le dimanche, on prenait des photos, on développait les films, on développait les photos le dimanche soir, puis je retournais à l'école lundi matin, j'avais hâte de retourner à la maison le vendredi pour recommencer ça en fin de semaine. C'était vraiment le fun pour ça. Puis là, ben, quand ma mère est décédée, ben, c'est sûr que moi, je voulais avoir des souvenirs de mon enfance avec ma mère, parce que tous les souvenirs que j'avais avec ma mère, c'était sur 35 mm. Tu sais, on allait souvent aux États-Unis, au Saint-Beaucasm, on était à camping aux États-Unis, on voyageait pas mal, tu sais, elle allait à Cape Cod, des endroits comme ça avec son chum. Puis je me suis dit, là, j'aimerais savoir les négatifs. Fait que ce que j'ai fait, j'ai écrit à tous les membres de ma famille, pendant que j'étais à l'extérieur, une lettre, chacun chez eux. Au lieu de demander ça dans les parties de Noël à tout le monde, puis que tout le monde se regarde, j'ai envoyé ça chez eux, puis tout le monde m'a répondu qu'ils les avaient pas. Donc, le fait qu'il n'y avait pas ça, ben là, je me suis dit, ben là, si la famille n'a pas ça, ça doit être la police qui a ça. Tu sais? Fait que c'est là que j'ai pris la démarche pour aller voir les policiers en 97, parler à l'enquêteur, puis dire, ma question, c'était, avez-vous les négatifs? Non. J'ai eu ça. Ah. OK. Ben là, je vais en profiter, j'ai plein d'autres questions. Fait que c'est même que ça a été. Fait que là, j'avais eu ma réponse pour les négatifs. J'ai relancé ma famille par après, en 98. J'ai rencontré la police. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de négatif. S'il y a quelqu'un qui les a, c'est vous autres. Je vous pose la question.
Non, on les a pas, parce que si on les avait, on te les donnerait avec plaisir, puis on aimerait ça même que tu nous en fasses des copies. On sait que tu as le laboratoire, on sait que tu as des belles photos. Fait que, tu sais, j'ai cru ma famille, fait que là, j'ai dit aux policiers, puis j'ai dit, moi, là, j'ai fait de la photo avec ma mère le dimanche, quand c'est fait tuer. C'était arrivé un mercredi, j'ai fait la photo le dimanche. Il n'y a pas personne qui est rentré chez nous lundi, mardi, mercredi, jusqu'à son meurtre, sauf le meurtrier. Les négatifs sont plus là. Donc, je déclare un vol. Je déclare un vol de négatifs. Il y a quelqu'un, à quelque part, qui était intéressé au négatif, puis ça ne peut qu'être le suspect qu'il y avait, finalement. Parce que c'est lui qui avait montré à faire de la photo, puis dans les 3 dernières années. Puis bon, ben c'est là que tout a commencé. Donc, finalement, j'ai eu mes réponses. J'ai jamais eu mes négatifs. J'ai jamais eu mes photos. Tout ce que j'ai dû me contenter des seules photos qui avaient été développées et remises à la famille dans le passé par ma mère ou moi, ou celles que j'avais moi dans mes propres choses. Ben, il y a tellement de photos que je me souviens. Tu sais, encore aujourd'hui, j'aimerais ça voir ça. Mais c'est perdu à jamais. Là. Avez-vous demandé au suspect non fictif, Steven? Ben oui, quand j'ai été le rencontrer au même mois de novembre, parce que j'ai fait de la police, puis je fais ça en même temps, c'était non, j'aimerais ça avoir des photos de ta mère, si t'en as, tu sais. Fait que ça veut pas dire que c'est pas lui, là. T'sais, on s'entend, là, il peut me mentir, là, mais je l'ai quand même cru à ce moment-là. Ça avait l'air sincère. C'est juste par le temps, parce que moi, j'ai cuisiné pendant une couple d'années, là. Tu sais, je veux dire, on s'appelait à Pâques, on s'appelait à Noël, puis je posais des questions, je répétais mes questions, j'essayais de voir s'il me mentait, puis tu sais, puis là, je voyais qu'il se souvenait de beaucoup de choses dans ce temps-là, mais sauf de ça, là, tout le temps. Puis à un moment donné, je commençais à avoir le doute sur lui, tu sais, avec le temps, là, je me suis comme rendu compte que la police avait fort probablement raison sur la personne qui avait fait ça, et non pas sur le comment ça s'était produit, puis le pourquoi non plus. Il y a 2 pièces à conviction majeure qui ont disparu. Le cheveu de l'agresseur, du suspect, et une empreinte digitale. Là, j'avais lu aussi qu'il y avait peut-être 6 autres pièces à conviction qui étaient disparues aussi, mais les 2 principales, c'était vraiment le cheveu et l'empreinte. Ils vous répondent quoi à ça? Ah, j'ai eu droit à toutes sortes de réponses. Hein. J'ai eu 12 enquêteurs là, depuis tout ce temps-là. De 97 à 2011, j'en ai eu 7-8. Là. Puis ça a été ouais, c'est malheureux, on n'a pas besoin de empreinte digitale ou du feu pour élucider un meurtre. Tu sais, ça variait, là. Puis c'est sûr que moi, j'ai tapé ça d'eau, là, quand on m'a répondu qu'il n'y avait pas besoin de ça. J'étais en train de banaliser votre erreur, là. Ça marche pas avec moi, là. Je dis, si t'es capable d'élucider un meurtre sans cheveux et sans empreinte digitale, mais qu'est-ce que t'attends? Élucide, là. C'est le temps. Parce que là, ta réponse, elle ne me convient pas du tout. Là. Puis tu sais, j'étais pas gêné. Tu sais, je l'ai bardassé un peu la police dans ce temps-là. J'étais pas. Sinon, ça bougeait pas. Ben, c'est ça. J'avais pas le choix de démontrer ma volonté d'aller au bout des choses et de pas me faire répondre en idiot. Tu sais, puis ça s'est amélioré avec le temps, mais ça a pris du temps. Beaucoup de temps. Trop de temps. Tu sais, puis en côtoyant beaucoup d'autres familles, ben, je me suis rendu compte que j'étais pas seul là-dedans. Tu sais. Les enquêteurs, là, et en principe, ils devraient être d'égal à égal avec la famille, tu sais, dire des vraies choses, puis des choses qu'ils peuvent pas dire, expliquer le pourquoi, puis rendre des petits comptes, tu sais, au moins pour dire, regarde, on nous a pas oublié, pas leur parler comme s'ils étaient au-dessus de tout le monde, puis tu sais, ça, j'y ai eu droit à ça, puis c'est insultant, puis honnêtement, c'est à cause de ça que MDQ existe, là. Parce que je me suis rendu compte que ça ne peut plus continuer comme ça. Moi, je n'ai plus la patience de me faire répondre des sornettes par les autorités. Je pensais de même en 97. Pas en 97, je veux dire en 2017. Je veux dire. C'était comme là, non. Là, j'en ai trop entendu parler de gens de part et d'autre, là. Et puis là, je suis pas tout seul là-dedans, donc c'est pas moi qui ai un problème d'attitude, là, parce que ça aurait pu. Tu sais, je me suis questionné à un moment donné, je me suis quand même mis dehors du poste de police de Longueuil pendant plusieurs années. Enfin, j'ai dit tant aussi longtemps que l'enquêteur au dossier n'aura pas pris sa retraite, là.
Ça me donne absolument rien d'aller me faire dire de toutes sortes de niaiseries au poste de police. Donc, j'ai décidé d'attendre qu'il prenne sa retraite. Là. Puis quand j'ai su qu'il avait pris sa retraite, j'ai relancé la police. J'ai dit oui. Vous avez des notes comme quoi j'étais pas fin, là, ça se peut, là. Mais il y a des raisons là, pour ça. Là, puis arrangez-vous que ça arrive plus. Puis c'est plus arrivé. J'ai toujours eu quand même une bonne relation avec les policiers, sauf ceux qui nous regardaient de haut encore. Il y en a une couple au travers ça qui n'ont pas été fins par après, mais c'était pas des enquêteurs nécessairement sur le dossier. C'était des gens qui avaient un petit power trip ou je sais pas trop. Là. Ouais. Mais c'est ça. En fait, là. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'était parfait. Ouais, c'était parfait. À un moment donné, ça me fait ça encore, là. Une enquêtrice, Mme Richard, est allée à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec, puis a trouvé le dossier judiciaire de la police de Longueuil, un dossier de 304 pages. Ma question en 2 volets. Comment ça s'est retrouvé là? Puis qu'est-ce que tu as fait quand tu l'as eu entre les mains? Ah, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Je l'ai lu et relu. Sûrement. Tellement lu que maintenant, je vais au poste de police, j'ai pas besoin de notes, là. Tu sais, je connais pas mal le dossier, là. Je connais les noms, je sais les dates de naissance. Même encore, il y a pas mal de dates de naissance que j'ai. Tu sais, je me suis approprié le dossier parce que si je le repère encore, je vais avoir beaucoup de souvenirs. Tu sais, je veux dire, je l'ai encore, je l'ai en plusieurs pièces puis dans plusieurs provinces. C'est pour te dire, là, il se perdra plus jamais, ce dossier-là. C'est fini, là. Mais, il sert à rien. Il ne peut plus servir à rien. Le public l'a consulté de 92 à 2018. Je sais pas qui l'a consulté, mais n'importe qui a pu le consulter. Puis là, dans ça, on retrouve le nom de tout le monde dans ma famille, tous les amis à ma mère, toutes leurs dates de naissance, leurs adresses personnelles, postales, toutes les dépositions, tout ce qu'ils ont dit qu'ils savaient. Donc, c'est scrap, là. Alors, qui a fait ça? C'est sûr que quand j'ai posé la question en 2018 à qui a fait ça, là, mon Dieu, le ministère de la Justice s'est pitché à la balle avec le ministère de la Sécurité publique, la police de Longueuil a mis ça sur le dos du ministère de la Justice, puis là, aujourd'hui, ben, c'est plus le ministère de la Justice qui s'occupe de ça, c'est le ministère de la Sécurité publique qui a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé en 92. Fait que, tu sais, c'est une belle game de balles, là, que tu regardes la balle se promener, puis regarde, OK, j'aurais pas de réponse, c'est ça que vous êtes en train de me dire, là. J'ai pas besoin de vous écouter pour comprendre que j'aurai jamais de réponse. Dans le fond, vous voulez pas, il y a pas personne à ce jour qui m'a dit, on s'excuse, M. Luce, pour cette erreur-là. On s'excuse d'avoir perdu, en fait, ils ont perdu l'empreinte digitale, puis ils sont pas excusés non plus d'avoir détruit le cheveu. Puis, ils m'ont pas expliqué encore comment ça se fait qu'ils n'ont pas des rapports d'analyse des rubans gommés puis du sac dans lequel le bâton se retrouvait. Puis, il y avait 5 rubans gommés et le sac. Ça, c'est les 6 autres pièces à conviction que tu faisais mention tantôt. Fait que c'est où, ça? On m'a pas expliqué non plus pourquoi que le bâton, l'arme du crime, est sorti du poste de police pendant 5 ans sans savoir où ce qui se trouvait. T'sais, fait que c'est des questions que j'ai posées avec le temps, mais qu'on me répond pas. Tu sais, on fait juste m'offrir du café quand je vais là, bon, on est poli, puis tout ça, c'est correct, mais ça me donne pas les réponses du passé. C'est sûr qu'un nouvel enquêteur au dossier aujourd'hui n'a pas ces réponses-là. Tu sais, mais s'ils voudraient vraiment savoir, là, ces gens-là, les responsables, les autorités, ils pourraient sûrement faire une enquête à l'interne pour aller chercher des réponses à ce niveau-là, mais c'est vieux, ça a 43 ans, c'est beaucoup moins important. C'est juste important de répondre au téléphone quand l'eux s'appelle, là. C'est de même que je le sens, là, tu sais, parce que ils ont comme pratiquement pas le choix avec ce que je représente. Je représente 135 familles et plus, là, parce qu'il y en a plein des familles qui nous regardent aller et qui sont en arrière de nous pareil, là, que je les connais pas tous, puis j'en ai plein d'autres qui vont sûrement se greffer à nous autres, là, éventuellement, tu sais. Ça grossit d'environ 20 familles par année chez nous, tu sais. On court pas après, nécessairement, mais les gens entendent parler de nous, puis ils communiquent avec nous, on les rentre dans la base de données, on s'intéresse à leur cas, on vérifie être certain qu'ils ont au moins toutes les réponses qu'ils auraient dû obtenir, que tout a été fait. S'il reste des choses à faire, bon, on va essayer de le faire, tu sais, c'est un petit peu ça le mandat. Mais
c'est ça. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça, là? J'essaie de, en m'occupant des autres, ben, je pense beaucoup moins à ça, puis c'est beaucoup moins frustrant, parce que c'est sûr que quand j'en parle, puis ça vient me chercher en dedans, je vais me prendre un café tantôt, va être correct. Mais tu sais, je veux dire, puis j'ai d'autres temps à m'occuper, fait que ça me change beaucoup des idées. Pour moi, c'est comme salvateur de pouvoir faire ça, mais c'est quand même injuste. Tu sais, je trouve ça injuste pour ma mère qui regarde la game probablement encore aujourd'hui, puis qui me voit devenir dans la société là, québécoise à essayer de rendre justice à toutes ces familles-là, puis qui voit que c'est encore difficile, parce que c'est là encore difficile, là. Tu sais, il y a des policiers, des enquêteurs qui sont super fins, qui nous adorent, ils nous le disent ouvertement, hey, vous êtes pratiques, puis il y en a d'autres, hey, qui se prennent, qui se prennent eux autres, là, tu sais, ben, c'est eux autres, là. Il est là, le bas qui blesse, là, il est là. Tu sais, parce qu'en principe, ils n'ont plus le temps de travailler là-dessus. Ils ont tellement de cas. Puis, tu sais, faut pas se cacher. Il y a plein de cas. Il y a des gars de gangs à Montréal. Tu sais, il y a des crimes, les motards. Puis, tu sais, il y a toutes les ce qui se passe dans les foyers. Tu sais, je veux dire, il y en a plein les bras. Nous autres, on arrive, on est 14 enquêteurs privés là, chez MDQ là, pour le moment. Puis, bon, surtout on fouille, on cherche, puis on essaye des fois, tu sais, de leur donner de l'information, puis on n'a même pas le temps de prendre l'information. Fait qu'on s'imagine-tu la petite madame qui a une petite information, là, puis qui va aller donner ça, là, à se faire virer de bord, là, je veux dire, des fois, même, bon, on est allé, bon, mon enquêtrice, la vice-présidente, Marie Saint-Germain, quand elle s'est présentée au poste de police du SPVM il y a quelques années, en 2019, là, pour dire, hey, moi, le dossier de Patricia Ferguson, j'aimerais ça, tu sais, avoir un petit peu d'informations, j'ai un petit peu d'informations aussi à donner. C'est qui ça, Patricia Ferguson? Tu sais, où t'as pris ça, là, ce nom-là? Ben, c'est sur votre site web. Ben, je suis pas au courant. C'est pas numérisé, il n'y a rien dans les ordinateurs. Tu sais, ça devrait, tout leur crème est résolu devrait être au moins tapable à l'écran. Dire, OK, Patricia Ferguson, 1998, ça fait longtemps, ça, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pas de même que ça se passe. Mais au contraire aussi, il n'y a pas une Madame Malouin Chantal Malouin que ça a été résolu. Diane Malouin. Ouais. Diane Malouin, ça a été résolu, mais ça a été bien résolu dans le sens que j'ai dû dealer avec la SQ. À la SQ, j'ai un contact avec lequel je deal directement. Je passe pas par la centrale d'information criminelle. Là. Je passe par quelqu'un qui est en tête, là. Puis je donne de l'information. Puis là, je leur ai dit, là, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Ce quelqu'un-là a tenté de vous parler à 3 reprises depuis 1988 pour un meurtre qui s'est produit en 78. Est-ce que, s'il vous plaît, quelqu'un pourrait juste l'écouter, prendre des notes, OK, puis lui dire que tout est écrit puis on va s'en occuper. C'est juste ça que je vous demande. Puis c'est ce qui a été fait. Puis, avec les informations qu'ils ont obtenues de cette personne-là, ils ont pu aller corroborer l'information avec un autre témoin qui a dit oui, c'est vrai. Puis là, ils ont pu aller chez le suspect et lui rendre visite. Puis 3 jours après la visite, ben c'est lancé un vol au 8e étage. Tu sais, il y a 83 ans, tu te suicides en pitchant en bas de 8e. Ça veut dire ce que ça veut dire. Puis la SQ m'a dit, écoutez, monsieur Luce, je pense que vous avez fait le clou sur la tête. Là. En fait, ils m'ont dit que je suis tombé dans la bonne église, quelque chose de même. Une expression que je n'avais pas entendu parler avant, mais ça voulait dire, tu as fait le clou sur la tête, le monsieur, il voulait pas aller plus loin que ça, puis il a mis fin à sa vie. Fait que oui, donc, tu sais, dans le fond, notre existence depuis 2017, ben, nous a apporté au moins 2 résolutions, tu sais, puis l'information qu'on ramasse dans plusieurs dossiers, ben, quand on essaye de la donner, c'est pas le fun quand tu te fais dire, j'ai pas le temps, ou t'as pas de réponse, ou tu sais même pas, si t'as même pas une accusé de réception. Tu sais, fait que c'est, à un moment donné, tu es obligé de cogner à plusieurs portes pour dire, hey, c'est possible de juste me dire que cette personne-là a obtenu l'information, parce que j'aimerais ça arrêter d'y penser, m'assurer que c'est taken care of, comme on dit en anglais, on s'en occupe, tu sais. Fait que, mais ça va bien quand même, là, tu sais, la police de Longueuil, ça va bien, Laval, ça va bien. Mais vos relations se sont améliorées avec la police de Longueuil. Bon, absolument. Non, Longueuil, je peux leur lever mon chapeau aujourd'hui, sur bien d'autres cas, puis même sur le cas de ma mère, il y a un enquêteur qui s'est vraiment occupé
lire le dossier adéquatement il y a 3 ans environ, là, puis elle m'est revenue à charge avec toutes les questions que j'avais à poser à travers le temps. Là, j'ai su qu'elle a passé à travers le dossier, puis que, tu sais, c'était quand même 40 ans plus tard, là. Il aurait fallu que ça soit fait, que j'y étais en 97, parce qu'il y a bien de ces questions-là que j'ai eu des réponses après 40 ans, que j'avais les mêmes questions après 16 ans. Tu sais, fait que c'est juste la façon de recevoir mon information ou de recevoir mes questions, tu sais, qui a changé finalement. Aujourd'hui, ils sont plus à l'écoute. Ils se sont rendus compte que moi, j'ai une quête, là. Puis je fais de l'enquête aussi, tu sais, mais c'était une quête de savoir, puis je voulais aller, moi, je voulais qu'on me dise, je veux pas qu'on me dise, je voulais m'apercevoir que tout avait été fait. Tu voulais être bien sûr que tout est fait, puis il n'y a plus rien d'autre à faire. Il reste encore des choses à faire. Moi, j'ai demandé à revoir le dossier avec eux. J'ai demandé à voir les photos. Puis là, ils sont en train de me dire que ça va nuire au dossier. Tu sais, c'est encore ça, la cassette, là. Ça va encore aujourd'hui, en 2024. Oui. Ouais, même si je suis enquêteur privé, président de Meurtre et Disparition irrésolue du Québec, après avoir résolu 2 crimes, 2 meurtres, je me fais dire la même chose. C'est ma mère, là. Tu sais, mais ils n'ont pas fini, là. Je vais continuer puis je vais aller voir ces photos-là, à moins qu'ils les détruisent. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'ils ont pu. C'est ça que ça me dit. Hein? Parce que s'ils avaient, moi, je les ai fait pitcher sur la table quand j'avais 15 ans dans l'enquêteur au dossier. Je sais qu'il existait. Mais aujourd'hui, je les demande, on me dit que ça va nuire à l'enquête, là. Je dis, non, là, je suis pas monsieur tout le monde. Je m'excuse, je me prends pas pour un autre, là. Mais je suis plus monsieur tout le monde. Je suis enquêteur privé, puis je veux voir les photos de ma mère. Puis je veux m'assurer que il y a peut-être quelque chose que je vais voir, moi, sur les photos qui vont me faire allumer. Ouais. C'est comme ça que je le vois, ma demande, là. Tu sais, puis je leur ai même dit, ça se peut que je back aussi au moment de les regarder. Tu sais, je suis pas un cœur de pierre, tu sais, j'ai des émotions. Ben oui, ça se peut que je dise, je suis pas capable, finalement, tu sais, je le sais pas, mais j'en fais la demande. Parce qu'en faire la demande, puis me faire dire oui, ou me faire dire non, il y a une grosse différence. Me faire dire non, puis c'est une chose. Puis me faire dire oui, puis que je refuse d'y voir, finalement, c'est autre chose. Mais au moins, j'ai la certitude qu'il existe. Tu sais? Puis quand je demande des photos, de la trace de pied devant la fenêtre, ils ne la montrent pas. Quand je demande des photos de la fenêtre de ma chambre, ils n'en ont pas. Quand je demande des photos des réparations des fenêtres, parce qu'il y avait des fenêtres que j'ai vu briser, là, qui avaient eu effraction, mais dans le dossier, ils étaient réparés. Fait que, tu sais, je vais avoir des photos des réparations. Fait que là, je dis ça, si vous parlez de la réparation des fenêtres, vous parlez de la réparation des murs en dedans, parce que là, je veux dire, moi, vous parlez, tu sais, je trouve que c'est bizarre. Je trouve ça bizarre. Tu sais, je veux pas accuser rien, mais je veux voir, montrez-moi des photos qui fait que, pourquoi ça a été écrit dans le dossier, ça là. Tu sais, puis moi, j'ai été élevé dans la photo. Fait que pour moi, là, dans ma tête à moi, tout le monde est capable de prendre des photos, là, surtout la police, là, avec des 35 mm en 81, c'était pas un secret de polichinelle, tu sais, je veux dire, la personne qui était sur les lieux du crime avec un Kodak, là, clic, ça 36 poses après 36 poses, on faisait ça, nous autres, 72 poses par fin de semaine, moi, ma mère, mais c'était des branches de sapin, des belles maisons qu'on faisait. Mais la personne qui va sur les lieux du crime est capable de faire le tour de la maison, de photographier l'arme du crime, je l'ai vu, cette photo-là, tu sais, je l'ai même, la photo. Je vous compte de mensonge, j'ai pas la photo de l'arme du crime, mais je l'ai vu. Tu sais, j'ai la photo de la chambre, là, comment est-ce qu'elle était éclatante de sang, mais là, c'est là qu'on voit les lunettes. Fait que c'est là que j'ai une réponse. Moi, déjà là, quand j'ai vu cette photo-là en 2015, je crois que j'ai eu ça. C'est mon ami John Allard qui m'a donné ça, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Quand j'ai vu ça, je dis, les lunettes à ma mère sont là. Mais voyons donc, si les lunettes avaient été dans le salon, j'ai dit non, elle les a échappées, il y a quelqu'un qui a fait tomber ses lunettes. Elles sont déposées sur sa table de nuit. C'est quelqu'un qui allait dire, OK, tu peux dormir avec moi, ou c'est quelqu'un qui est rentré puis qui a fait la job, là, comme je l'ai mentionné tantôt. Il faut dire que moi, c'est cette option-là que je pense encore aujourd'hui. MDQ, meurtre, disparition irrésolue du Québec.
Vous avez fondé ça en 2017. C'est un OSBL, je tiens à le mentionner. Ouais. Là. Ouais. C'est quoi la mission ou les missions premières de MDIQ? La visibilité. Informer les gens que ces meurtres-là, ces disparitions-là sont toujours irrésolus. Je m'amuse à donner cet exemple-là parce que c'est la plus flagrante. C'est quand je rencontrais, ben là, ça fait longtemps que je me suis pas fait dire ça parce qu'à cette heure, le monde entend parler de moi beaucoup. Quand que je rencontrais des amis de ma mère ou des connaissances, des anciens voisins qui me disaient puis le gars, il doit être sorti, le gars, depuis le temps. Tu sais. Ben non, il n'est pas rentré, on ne sait pas c'est qui. Hein? Oh, je pensais que c'était résolu. Puis c'est de même que j'ai eu comme leçon de cloche que quand on n'entend plus parler, c'est résolu. C'est résolu. Tu sais, dans la tête des gens. Monsieur, madame, tout le monde, on entend parler de quelque chose, hey, c'est passé un crime. On ne sait pas c'est qui. Puis il y en a des meurtres qui se passent, on ne sait pas c'est qui encore aujourd'hui. Là. Ben oui. On sait qu'il a arrêté un suspect, mais on n'a pas le nom parce qu'il est juste suspect, puis c'est tout ça, ben, à un moment donné, ça se perd en. Tu sais. Puis là, nous autres, même on cherche, et ça a été résolu, finalement, c'est dessus, parce que Steven en était un suspect. C'est encore mon suspect aujourd'hui, tu sais. Mais c'est la même chose pour les meurtres actuels. Fait qu'il faut faire du tri un petit peu là-dedans. Donc, finalement, ben, c'est ça. La raison pour laquelle j'ai mis ça sur pied, c'était pour faire un site web en partant. Puis afficher des photos, expliquer l'histoire de personnes, puis demander beaucoup d'informations. Après ça, ben, des camions. T'sais, on va mettre ça sur des camions. On va se promener. Moi, je veux que le monde, parce que, tu sais, je veux dire, ben, ça, c'est un site web, ça prend un monsieur comme Monsieur Tout le Monde qui est intéressé au meurtre et disparition pour aller sur le site web de meurtre et disparition. Ouais. C'est pas intéressé et il ne saura même pas que la personne est encore en recherche. Puis il connaît peut-être la réponse, cette personne-là. Fait en mettant ça sur un camion, ben, toi, tu conduis, tu es pris dans le trafic, puis là, tu regardes, même si tu n'es pas intéressé au meurtre et disparition, ben, tu n'as pas le choix d'aller l'affiche puis de voir la face de la personne qui est sur l'affiche. C'est ça, c'était ma façon de voir les choses pour que des milliers d'yeux voient ces victimes-là sur les routes. Puis ça, j'ai mis ça sur pied en 2018. Tu sais, j'étais mindé, là, ouais, on y va. Puis après ça, le pavillon électronique de Louisville, puis de Saint-Paulin, pour les cas de Billy Sablet, Philippe Lajoie, Sébastien Dupuis. Tu sais, pour moi, c'est important de rappeler même à la population, parce que même la population de Louisville peut penser que Billy Sablet s'est rêvé aujourd'hui, ou Philippe ou Sébastien, juste parce qu'on n'entend pas parler. Tu sais, ça pourrait se régler, puis on en parle dans un petit journal, puis c'est ça, ça sort pas à large, parce que justement, les Canadiens ont gagné la Coupe Stanley. Puis dans la même journée, mais on élucide Sébastien Dupuis, ça passe pas, il n'y a pas personne qui va en entendre parler. Fait que c'est plus dans ce sens-là, tu sais, parce que des nouvelles, j'ai essayé de sortir des nouvelles, puis à un moment donné, on avait une bonne nouvelle à annoncer, puis une grue qui est tombée à Montréal, ça faut passer aux nouvelles, tu sais. Ça a été comme, fait que mon but, c'est ça, c'était vraiment de dire aux gens, regardez, ces personnes-là, c'est tout irrésolu. Ma mère inclus. Tu sais, je veux dire, toute la gang-là. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ça, on a 135 et plus, parce que là, on a nos 135 familles sur notre site web, puis on en rajoute aussi qui sont pas nécessairement membres chez MDIQ, mais qu'on sait pertinemment qu'ils sont encore disparus ou que c'est un meurtre toujours irrésolu. On n'est pas en contact avec les familles. Nous autres, on ne demande rien de mieux que d'avoir un contact avec les familles parce que ces familles-là vont nous donner un petit peu d'informations ou les dernières informations obtenues par la police. Notre source la plus proche de la police, c'est les familles. Moi, je m'en vais d'abord demain matin, puis j'ai des questions à poser à mon enquêteur, à la police de Longueuil, puis elle me répond à mes questions d'une façon, mettons, intelligente. Puis qu'on me pose des questions demain dans ma famille ou dans les médias, mais je suis capable de répondre des choses en faisant attention pour pas donner des informations sensibles. Mais je suis capable de répondre des choses qui sont vraiment la mise à jour, si tu veux, en date d'aujourd'hui, là, on en est là dans le dossier. Puis, s'il n'y a rien qui avance, ça se dit aussi, là. La police, mais peut dire, faut le dire, ben ouais, mais c'est pas le même, ça marche. On peut pas rien vous dire. On peut pas, tu sais, c'est tout le temps ça. Fait que c'est toujours une chasse gardée d'informations. Plutôt que de dire aux familles, regardez, on fait face à un mur. Ça fait 5 ans qu'on fait face à un mur. Fait que si jamais vous avez des idées, vous nous aidez là, à débloquer. Tu sais, c'est là qu'ils devraient donner un petit peu de viande aux familles. Là, pour justement recevoir un peu, mais on dirait qu'ils veulent pas trop avoir d'informations, surtout dans les dernières années. Là,
vraiment dans les 2 dernières années, mais depuis 2021, l'ADN, puis tout ça, là, ça prend de l'ampleur. Oui. Là, ça devient intéressant de travailler les meurtres irrésolus, là, puis pas les disparitions, mais même au niveau des disparitions, tu trouves un corps, tu vas regarder savoir c'est qui, mais avec l'ADN, tu es capable de faire un lien. Si tu es pas capable de faire un lien avec ta banque de personnes autour, tu es capable de l'envoyer toujours bien sur un site de généalogie, puis d'avoir tous les cousins de la personne qui a tout trouvé enterré à telle place. Fait que, tu sais, je pense que là, à mon humble avis, je pense que là, les autorités ont peut-être peur d'être débordées, là, parce qu'ils en ont plein d'affaires. Tu sais, je veux dire, je sais pertinemment, il y a 2 ans, que Montréal avait 80 corps non identifiés. Tu sais, c'est beaucoup, là. Ben oui, 80, là. Ben, tu sais, ça peut être des gens qui viennent d'un autre pays, tu sais, comme ça peut être d'une autre province. Oui. Mais on se parle pas de province, là. Tu sais, les provinces au Québec, là, c'est comme la police au Québec. La SQ ne parle pas nécessairement avec Longueuil, puis Longueuil ne parle pas nécessairement à Québec. Tu sais, c'est toutes leurs petites enquêtes. Puis, non, pas besoin d'aide. Moi, j'ai demandé de transférer mon dossier, le dossier à ma mère à la SQ. Non. On est capable, on est capable, nous, on est bon. Pas d'enquête mixte. Non, hey. Ben non. Tu sais, moi, je demande que solution. Ben oui, moi, je voudrais que tous les meurtres, et disparitions, que la SQ en soit informée, que ce soit à Montréal, parce que les autres seraient capables de faire des liens. Tu sais, moi, je veux dire, mettons, on va dire que j'habite à Gaspésie, il n'y a rien qui m'empêche de faire un meurtre à Montréal. Tu sais, puis il n'y a rien qui m'empêche d'amener ma victime de Gaspésie, puis de la dropper à Trois-Rivières. Tu sais, je veux dire, c'est ou dans une ville comme Longueuil, dans un champ. Là, c'est Longueuil qui va enquêter sur quelqu'un qui s'est fait ramasser en Gaspésie. Tu sais, fait que c'est dans ce sens-là, à un moment donné, il faudrait qu'il y ait une entité, avec la police numéro 6, là, dans la SQ, ben, qui chapeaute tout ça, puis qui gère tout ça. Ou du moins qui accompagne les enquêteurs des autres postes de police, tu sais, des grosses polices comme Longueuil, Laval, puis pas des petites polices comme Sherbrooke ou Trois-Rivières, ils n'ont pas assez d'expérience, eux autres, pour pouvoir faire ce type d'enquête-là. Il faudrait qu'ils aient travaillé justement à Montréal une couple d'années pour prendre un peu de galon pour pouvoir faire ça dans leur propre ville. Fait que c'est tant qu'à splitter ça, que tous les milieux ruraux, c'est la SQ qui s'en occupe, et les grosses villes, c'est la police de catégorie 5 qui s'en occupe, ben là, ils devraient tous se parler, tout mettre ça dans le melting pot. Puis ça veut pas dire d'enlever les enquêtes à la police de Longueuil, c'est pas ça que je dis. C'est juste que Longueuil devrait dire, regarde, là, dans tous ces cas-là, ben, est-ce qu'il devrait tout être au courant de ces cas-là, puis essayer de faire des liens, tout ça. Je pense que puis c'est ce qu'on essaie de faire, nous autres, avec les informations qu'on peut avoir. Tu sais, on est quand même assez limité en information. Je ne cacherai pas. T'sais. On va voir ce qu'on trouve dans les médias. Puis là, c'est pas toujours vrai. Tu sais, je veux dire, il y a des fautes de nom, il y a des fautes de date, il y a des fautes d'endroit. Fait qu'on peut pas prendre ça pour du cash. On a les rapports du coroner. Mais on a surtout des témoignages. Quand on est capable d'avoir des témoignages de famille, puis qui vont nous dire qui a parlé, etc. Ben là, on est capable d'avoir ces gens-là, d'aller chercher de l'information, puis on étoffe le dossier. Puis c'est de même que Marie Saint-Germain a pu trouver quelqu'un qui a passé des mailles du filet, là, Serge Audette, qui aurait assassiné fort probablement Patricia, parce que il y a des accusations d'homicide involontaire qui ont été portées contre cette personne-là. Donc, c'est sûr que c'est mis à table à un moment donné. Ça, on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, mais on est content. Nous autres, la police s'en occupe, on sait que c'est les mains de la justice. On n'a plus d'affaires à s'en mêler. On peut travailler sur d'autres choses. C'est ça qu'on essaie de faire comprendre, dans le fond, aux autorités, que l'importance de l'enquête privée, dans les cas de meurtre et de disparition, ça a sa place aujourd'hui dans la société, parce que on le sait très bien, le message que vous nous lancez, c'est que vous n'avez pas le temps de vous en occuper, ou que ça vous tente pas de vous en occuper, ou que vous n'avez pas le budget de vous en occuper. Nous, ben, on n'a pas de budget, mais on a du temps. Puis on a la volonté, puis on a les ressources. Parce qu'il y a bien du monde qui nous aide, là. Tu sais, moi, Stéphane Luce, c'est pas tout seul, vraiment pas tout seul. Je pense que j'avais 300 bénévoles. 320, là, 300 quelques, tu sais, partout au Québec. Ils sont pas tous utilisés, malheureusement. On n'a pas assez de ressources pour déployer tous les bénévoles partout, là, parce que
tu fais une recherche, on va dire une recherche canine pour aller à Chandler, ça nous a coûté 3000 $ juste aller à Chandler l'année passée, tu sais, je veux dire, avec 3 chiens, 4 chiens. Tu sais, à un moment donné, c'est comme on peut pas répéter cette expérience-là 3 fois dans l'année, là. Tu sais, ça va coûter 10 000. On marche avec un budget d'environ 10 000 justement par année. On est vraiment pour, tu sais, quand on demande des subventions, des argents discrétionnaires à nos ministres, ben, il faut vraiment que j'essaie de vendre, puis ce qu'on est, bon, j'ai de la difficulté de démontrer à ces gens-là qu'on est nécessaire. Tu sais, je trouve ça dommage parce que moi, je le sais pertinemment qu'on est nécessaire. Tu sais, puis je suis rendu à 57 ans, là, moi, dans 20 ans, pas l'intention d'enquêter encore. J'aimerais ça regarder mon organisme continuer à donner des services aux familles, aux futures personnes qui vont, tu sais, aux futures familles qui vont vivre une disparition ou un meurtre. Parce qu'on en a d'autres, ça s'arrête pas, là. Ça continue, ça. Tu sais, puis ma gang, dans l'arrière de moi, c'est des jeunes dans trentaine, fait que je suis content de ça, tu sais, parce que ça intéresse des gens plus jeunes que moi. Parce que moi, à un moment donné, j'ai eu le goût d'avoir une retraite, là, puis de... Ah oui, vous avez le goût de ça? Ben oui, j'aimerais ça, tu sais, pouvoir voir que tout fonctionne, puis que MDQ est là pour rester. Tu sais, parce que je veux pas tirer la plug sur un organisme qui est aussi essentiel que ça. Vous cherchez encore des bénévoles présentement, mais c'est-tu dans des domaines précis? Ben, écoute, dans le fond, on a un formulaire du bénévole qui a quand même une panoplie de, tu sais, ça peut être l'entrée de données, ça peut être, bon, moi, je suis maître chien, moi, je suis un ancien policier, moi, je suis un enquêteur, moi, je peux être à la force, je peux être dans un vestiaire, j'ai un drone, moi, je suis plongeur, tu sais, c'est toute cette variété de bénévoles-là que j'ai, ben, c'est sûr que on en a, je pense, 18 plongeurs qui sont inscrits chez nous. Peut-être que ces plongeurs-là, ben, il y en a à Rimouski, il y en a en Outaouais, puis il y en a dans le Nord, tu sais. Fait que c'est sûr que si j'ai une plongeur à faire dans la rivière des Mille-Îles, ben, je peux pas demander à personne de Rimouski de venir. J'ai pas les moyens de la faire venir jusqu'ici. Mais par contre, si j'ai une plongeur à faire à Rimouski, j'ai toujours bien un plongeur à Rimouski. Donc, ce plongeur-là, il est pas exploité aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'il sera jamais. Puis je l'utilise le mot exploiter parce que oui, je profite des bénévoles qui veulent aider à la cause. Tu sais, c'est ça, c'est exactement ça que je fais. S'il y a des gens qui veulent aider, vous remplissez le formulaire du bénévole, vous me dites qu'est-ce que ça vous tente de faire pour aider les familles, ben c'est pas, tu sais, c'est MDQ, vous allez aider, oui, mais MDQ est là pour aider les familles. Donc, quand vous donnez votre nom là-dessus, c'est pour les familles, c'est pas pour Stéphane Luce puis sa gang, c'est pour les familles. Fait que là, en ayant des bénévoles partout, ben, c'est sûr que ça me donne un petit peu les mains longues, puis dire, hey, toi, tu peux voler un drone, là, à Rimouski, j'ai besoin d'un à Rimouski, un à Québec, un à Montmagny, je veux vérifier, tu sais, tous ces endroits-là, parce que, bon, dans le cas du Chêneau, j'avais la conviction qu'il était dans le fleuve, parce qu'il n'était pas trouvable nulle part, puis il était retrouvé dans le fleuve. Puis, tu sais, ça me prenait des dronistes, là, pour pouvoir aller, tu sais, sur les berges, je peux aller voir. On s'en allait là. 2 semaines après qu'on l'a trouvé de cette année, on s'en allait sur les berges de l'île d'Orléans, puis dans Champlain, puis ça, pour essayer de le trouver. Puis il était retrouvé là. Tu sais, on aurait peut-être pu le retrouver. Ça veut pas dire qu'il aurait flotté au moment où il aurait été, mais tu sais, les efforts étaient comme alignés pour qu'on ait donné au moins un coup d'œil à ce niveau-là. Tu sais. Fait que c'est sûr que si moi, des dronistes, j'en veux beaucoup. Je vais en acheter un, puis à ça, je fais partie d'un club de drones, puis la journée que je vais avoir besoin de dronistes, c'est sûr que je vais pitcher ma perche là. S'il y a du monde qui sont game d'aller scruter les berges du Saint-Laurent à tel endroit, à tel endroit, s'il vous plaît, faites-le, puis dites-le moi que c'est fait. Puis à quel moment vous l'avez fait, au moins ça va me donner au moins du data pour dire aux familles, regardez, au moins ces endroits-là ont été vérifiés. Parce que c'est ça que c'est une disparition, c'est que tu as un paquet de scénarios. Le scénario, c'est quoi? La personne a été enlevée, mise dans une valise d'auto, puis dansée à l'eau, ou elle a été mise dans une valise d'auto, puis après ça, enterrée, ou brûlée, incinérée, découpée. Tu sais, il y a plein où jeté à l'eau. Donc, si c'est jeté à l'eau au mois de novembre, ben là, c'est sûr, ça va avoir un bout avant de remonter. Fait qu'il faut checker ça au printemps. C'est jeté à l'eau au mois de mai, mais c'est sûr et certain qu'en juin, début juillet, ça va flotter quelque part, ce qui n'est pas accroché. Fait que là,
On regarde combien de temps ça prend un corps pour dériver dans le fleuve Saint-Laurent, combien ça prend de temps pour dériver dans une rivière. Fait que, quand on a des datas comme ça, on les prend en note, on les considère, puis après ça, ben, quand il arrive quelque chose, ben, on peut s'aligner. Puis des dronistes, c'est ça, je le répète, ça, on en a besoin parce que premièrement, c'est une activité que les gens aiment faire. Puis quand tu as un drone, souvent, tu te demandes quoi faire avec. Qu'est-ce que je fais? Ben là, regarde, si tu peux aider quelqu'un, tu sais, peux-tu aller là, s'il te plaît? Puis ça, j'en veux des centaines. Là. Puis des centaines de Lego là, qui ont le droit là, de droner. Si c'est un drone de moins de 250 grammes, là, appelle-moi. Puis, c'est une caméra sur ton drone, encore plus. Appelle-moi. Remplis le formulaire. Là, je veux savoir t'es qui. Ça, c'est sûr et certain. Fait qu'à partir, tu sais, à un moment donné, mais ça va donner ses résultats. Quand je vais pouvoir faire un déploiement de 100 dronistes en même temps sur le bord du fleuve, on va dire une affaire, là, ça va, peut-être, on va peut-être trouver plus que si tu cherches un petit bateau, là. Tu sais, t'es beau, j'achète ta petite barque, là, à vue d'œil, mais quand tu regardes de haut, là, puis tu voles à peu près à 30 mètres, là, puis que t'as un zoom sur ta caméra, t'es capable d'aller chercher beaucoup de terrain, puis de la confiner. Donc, les dronistes, il faut vous rendre sur le site web de Meurtre et disparition irrésolue du Québec. Pas juste les dronistes, là, mais il y a un formulaire, remplissez-le si vous voulez venir en aide à Stéphane. Ça va lui faire plaisir. Puis, pas juste à lui, aux familles que vous allez aider aussi. Surtout, oui. MDIQ se spécialise dans les cold cases de 2 ans et plus. Ça arrive-tu qu'il y a des gens qui vous appellent puisque ça fait 1 an? Je cherche mon fils, je cherche ma fille, ma femme. Puis ça arrive. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Ben, écoute, il y a des cas qu'on peut rien faire. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que moi j'ai de la difficulté à dire non, mais c'est sûr que quelqu'un qui a perdu son fils, sa fille, il y a 3 jours, j'aime quand même donner la chance au policier de faire sa job. Tu sais que donner une chance aussi à cette personne-là, si elle est jeune, de revenir, parce que la plupart reviennent. Ça, on ne se le cachera pas, il y a comme sur 12 000 disparitions dans une année au Québec, il y en a 11 700 qui reviennent. Là, tu sais, c'est des malentendus, c'est des chicanes, des gens qui ont voulu parler, où on connaît pas toutes les raisons, finalement, de leur disparition. Mais quand ça dépasse le mois, le 2 mois, le 3 mois, ben là, ça sonne l'alarme un peu. Quand c'est à Montréal, on peut pas faire grand-chose. À moins que ce soit des gens qui soient tombés dans l'itinérance. On va communiquer avec les gens qui s'occupent des itinérants. Par contre, quand c'est en milieu un petit peu plus loin, quand c'est pas trop loin, quand on peut se déployer, ben là, s'il y a du bois, des lacs, des choses là, tu sais, ben là, puis surtout si la famille a un doute que peut-être qu'il pourrait se retrouver là, ou que la dernière fois qu'il était vu, il était à la pêche à cet endroit-là, ben là, il y a peut-être moyen de déployer un chien, un plongeur, ou juste bénévole terrestre. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est sûr, avec tout ce qu'on a fait dans le passé, au niveau des recherches, ben là, les gens ont tendance à nous taguer sur les réseaux sociaux. Tu sais, des fois, ils nous taguent un petit peu rapidement. C'est sûr que des fois, le téléphone sonne, puis ma fille est disparue hier soir. OK, là, je leur explique. Moi, je m'occupe de ce qui est des disparitions de plus de 2 ans, d'habitude. Surtout si vous semblez croire que la police elle croit pas ce que vous dites, là, on peut s'en mêler un petit peu plus, t'sais. Mais sinon, on va laisser la chance aux policiers de gérer ça. C'est comme dans le cas de Jesse Duchesneau, ça faisait quelques jours qu'il était disparu, là, 3 jours, puis on a eu une demande d'un organisme de la Gaspésie, on n'avait pas des bénévoles qui peuvent se déployer dans la ville de Québec. Fait qu'on a dit oui, on va aider, on va demander aux bénévoles, si y en a qui veulent y aller, on va y aller. Puis c'est ça qu'on a fait, on a scruté les rues, tout ça. Tu sais, c'est pas mal ce qu'on peut faire en ville. Tu sais, je veux dire, dans le cas de Jesse, c'était quand même une étrange histoire, un peu comme celle, ça ressemblait à celle d'Eduardo Malpica, qui était disparu l'année auparavant, dans les mêmes circonstances, mais de Trois-Rivières. On a fait des recherches terrestres parce qu'on a eu de l'information du public qui disait qu'il se retrouverait peut-être dans un endroit précis à Berthierville. Donc, on s'est ramassé à Berthierville à chercher en disant, mais peut-être que, bon, puis ça donnait que les chiens étaient dans cette région-là, de toute façon. Fait que, tu sais, déployer les chiens, quand c'est pas loin, là, pour nous, c'est comme si on faisait un exercice pour les chiens. Fait que c'est pas, parce qu'à tous les jours, les chiens sont déployés pour s'entraîner. Donc,
si on s'en va sur un territoire où est-ce qu'on pense qu'il y a peut-être une personne disparue, décédée en décomposition parce qu'on fait de la recherche de cadavres, et puis qu'elle n'est pas là, la personne, mais on a de l'odeur de cadavre sur nous autres qu'on donne aux chiens de temps en temps. Autrement dit, le chien, il faut qu'il soit récompensé pour ce qu'il fait. Donc, il faut qu'il trouve du cadavre absolument. Fait que le but, c'est qu'il trouve un vrai cadavre. Mais si au bout d'une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, il n'a toujours pas trouvé de cadavre, puis il sent, parce que lui, tout ce qu'il veut, c'est trouver le cadavre puis jouer avec la balle. C'est simple de même, là. Fait que là, on trouve pas de cadavre, on rouvre la salière, on pète ça dans le bois à son insu, puis là, hop, là, il pogne l'odeur de cadavre de la salière, et il la trouve, il joue avec la balle, on serre la salière, puis on lui dit, continue à chercher le cadavre, le vrai cadavre. Puis c'est de même qu'à un moment donné, on peut tomber. Ça ne nous est pas arrivé encore, nous, de tomber sur un cadavre, mais il tombe toujours sur la salière. Fait qu'on sait très bien que le chien est très bon et est capable de trouver là, un cadavre s'il y en a un, parce que si le chien est capable de sentir un bout de jeans d'1 pouce par 1 pouce qui sent le cadavre dans une salière, imaginez-vous un cadavre de 150 livres qui est gonflé puis qui est à l'air libre dans le bois, il va le sentir beaucoup plus, là. Fait que c'est beaucoup plus, surtout si les vents sont favorables, là. Fait qu'on fait toujours des recherches pour qu'on ait le vent d'en face, pour que les chiens puissent pas garder draft d'air s'il y en a une. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis s'ils trouvent pas le cadavre, ben, je répète, là, ben, on pitch la salière pour qu'ils trouvent le cadavre parce qu'ils vont vouloir continuer à jouer. Puis, c'est ça. À un moment donné, ben, ça va donner ses résultats. Stéphane, à part des bénévoles qu'on vient de parler, dont vous avez besoin, de quelle autre façon les gens peuvent aider, j'imagine, en faisant des dons? Ah, ben oui, ça, c'est sûr que les dons, là, on a une boutique, meurtre-et-disparition.com, meurtre-et-disparition au pluriel.com, /boutique. On a une boutique. Il y a des gens qui vont nous donner puis en même temps, je vous passe le mot, là, si vous êtes des gens qui pourraient nous donner des commandites. Comme je vais vous donner un exemple, Woodstock en Beauce, on nous a donné 10 billets, en fait, pour aller à Woodstock en Beauce. C'est une valeur de 100 $. Donc, ça nous a été donné, mais nous, on les vend à moitié prix. Donc, on veut faire bénéficier les gens pour qu'ils puissent avoir une activité qui est pleinement là, à moitié prix. Mais c'est avantageux pour la personne qui va acheter. Puis l'autre moitié, ben, elle nous tombe directement dans les poches parce qu'elle nous a été donnée. Donc, on a beaucoup de commanditaires, c'est ce qui nous permet de fonctionner plus adéquatement grâce à Stéphanie, une de nos administratrices qui travaille fort depuis le mois de décembre pour trouver des commanditaires. On en veut d'autres commanditaires, on en veut plein, on veut des artistes qui donnent des billets de show. C'est notre façon à nous de pouvoir fonctionner, d'aller chercher des sous, de se faire donner des billets de spectacle, des choses comme ça. On les vend, ça fait notre bonheur. Il y a aussi un GoFundMe qui est en ligne. Il y a les dépôts directs à info en commercial meurtre-et-disparition.com. Ça va directement dans le compte de banque d'MDQ. Ça sert aux opérations, au déploiement quelconque. C'est sûr que des fois, on peut pas se déployer, on n'a pas les fonds. C'est plate, ça nous est arrivé à plusieurs reprises dans le passé. Ben là, j'aimerais ça, mais on peut pas. Puis là, je me sens mal parce que des fois, la famille va dire, ouais, mais nous, on va payer, mais je veux pas que la famille paye. C'est pas aux familles à payer pour ça. Il y a des familles qui vont se mettre dans le trou pour pouvoir trouver tu sais, puis nous autres, on n'a pas l'intention d'abuser de ces familles-là. Ils ont déjà à vivre ça, que, tu sais, si on peut arriver et dire, regarde, on va le faire, mais gratuitement. Tu sais, c'est la moindre des choses. Tu sais, quand j'envoie des plongeurs, je veux dire, ben, faut payer de l'air, faut payer des bouteilles. Tu sais, il y a des plongeurs qui sont willing de plonger, mais la moindre des choses pour l'organisme, c'est d'au moins les faire respirer en dessous de l'eau. Tu sais, parce que se déplacer pour se rendre à un endroit, pour plonger, risquer leur vie pour plonger dans 100 pieds d'eau, mettons, comme dans le Saint-Maurice, regarde, la moindre des choses, c'est que je te donne une bouteille. Tu comprends? Puis 2 bouteilles, puis absolument, j'ai acheté comme 12 bouteilles à la fois. Puis, tu sais, ben, il faut quand même, parce que je peux pas dire j'ai besoin d'un plongeur, puis j'ai besoin aussi de vos bouteilles. Aller les faire remplir, puis venez là-bas. Tu sais, j'ai
je veux bien abuser, si tu veux, de nos bénévoles, mais regarde, je veux quand même que ça leur coûte un minimum, puis qu'ils aient l'impression de faire ça vraiment pour la cause. Puis, fait que c'est ça. Donc, les dons pour fonctionner, ça serait très, très apprécié. Si vous êtes enquêteur avec votre permis du BSP, j'ai besoin d'enquêteurs dans le coin de Val-d'Or, j'en ai besoin dans le coin de la Gaspésie, puis en Beauce. On en a 14 jusqu'à maintenant, j'aimerais en avoir 25. Tu sais, mais partout au Québec. Parce que si un de mes enquêteurs a besoin d'interroger quelqu'un, mettons, à Sept-Îles, ben, il peut demander à l'enquêteur de Sept-Îles tu sais, les enquêteurs s'entraident. Fait que vu que je peux pas les payer pour se déplacer. Et des fois, j'aimerais bien ça pour mon enquêteur qui travaille sur un cas du lac Saint-Jean. Lui, ben, il faut absolument qu'il s'en aille, ou elle, qui s'en aille à Val-d'Or pour interroger un témoin, ben, je peux pas les payer une run de 14 heures là, pour aller poser 3 questions. Fait que j'aimerais ça que mon enquêteur parle à l'enquêteur de Val-d'Or puis qu'il s'occupe d'aller rencontrer les gens à Val-d'Or. Fait que c'est comme ça qu'on s'arrange. Puis j'aimerais monter ça à 25 là, pour plus à Montréal puis Québec. Après ça, dans la région, mais on a des enquêteurs. Bon, c'est sûr qu'on peut quand même se déplacer un petit peu. Là. Moi, je me déplace beaucoup. Là. Justement, la fin de semaine du mois de septembre, une fin de semaine du mois de septembre, je descends sur la réserve de Wemotassi, là, au nord de la Tuque. Puis avant de revenir vers Sherbrooke ou la rive sud de Montréal, ben, je vais m'en aller au lac Saint-Jean, puis j'ai un autre coup à aller vérifier là. Fait que je fais comme des petites runs de lait. Fait que c'est une fin de semaine de route, là, à peu près 14 heures de route, mais qui est essentielle. Il y a des gens qui veulent me parler, puis il y a des gens qui veulent me parler en privé, puis en personne, puis pas enregistré. Fait que, tu sais, des fois, il faut se déplacer pour avoir de l'information, on n'a pas le choix. Fait que du millage, j'en fais. Dans une année, j'en fais beaucoup. Mais une chance que j'aime ça. J'aime rouler. Ça me permet de faire mes téléphones, puis de réfléchir, puis tu sais, puis mais c'est ça. C'est beaucoup demandant. Donc, tout type de bénévoles, tout type de dons, c'est accepté. Vous allez sur notre site web, meurtredispension.com, il y a une petite loupe là. Vous tapez bénévole dans la petite loupe, puis ça va vous amener à un lien que vous allez pouvoir remplir le formulaire du bénévole. C'est moi qui reçois ça, je vous rentre dans ma base de données comme bénévole, puis si jamais j'ai besoin de vous dans votre région, c'est sûr qu'on va communiquer avec vous. Là. Si jamais vous faites un don, les personnes qui nous regardent, dites-vous pas dans votre tête, j'encourage MDIQ. Dites-vous plutôt, j'aide une famille qui soit a perdu quelqu'un, peu importe un meurtre ou une disparition, vous aidez une famille. Oui, par le fait même, je comprends, ça aide MDIQ, mais ça aide une famille, pensez-le comme ça. Parce que moi, je trouve que c'est une bonne façon de le voir. Là. Absolument. Puis là, dans le fond, tu sais, ces argents-là, en 2024-25, ce que j'aimerais, c'est que les 135 familles d'MDIQ aient toutes leur affiche. Donc, c'est important pour que on en a comme 55 environ victimes là, sur des affiches là, en ce moment, mais il en manque encore beaucoup qui les ont pas. Puis tu sais, faire ça me prend, c'est notre infographe qui fait ça, cet infographe-là, ben, elle gagne sa vie, tu sais, elle en a fait beaucoup de gratuits, mais elle fait pas tout les faire gratuits. Fait que puis après ça, ben, l'impression de ces affiches-là, tu sais, c'est tout autocollant, surtout si on les met sur des camions, c'est en 3M, on veut pas que ça brise la peinture des camions, on veut pas se retrouver avec des réclamations non plus. Je vais vous montrer ce que ça peut avoir l'air, ces affiches-là, là, juste montrer ça comme ça, c'est le genre d'affiche qu'on va mettre, là, sur des camions, ça mesure 30 par 36, il y a un mot qui est mentionné que la famille a choisi, un mot comme quand je demande aux familles, choisissez une phrase que vous aimeriez que votre victime dise au public qui suit la remorque. Là. Donc, c'est la victime, dans le fond, qui pose une question au conducteur qui lit la fiche, mais la question qui est posée, elle provient pas de MDIQ, elle provient de la famille. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que ça fait du bien à la famille. Ils peuvent s'exprimer avec le visage de leurs victimes, puis ils ont l'impression, puis ils n'ont pas juste l'impression, mais ils ont quand même l'impression qu'on s'occupe d'eux, tu sais. On s'occupe d'eux. Mais en plus de savoir qu'on s'occupe d'eux, ben, ils en ont aussi l'impression. Ils sont convaincus qu'on s'occupe d'eux. Puis le fait que la fiche se promène, nous autres, on dort la nuit, elle se promène encore, la fiche. Là.
Tu sais, elle peut se retrouver dans le Dakota du Nord, comme elle peut se retrouver en Gaspésie, à Vancouver. Mais les réponses peuvent se retrouver dans le Dakota du Nord, à Gaspésie ou Vancouver. Tu sais, on sait pas où est-ce que sont les réponses. Avec les gens qui déménagent aujourd'hui, là, les réponses se retrouvent partout. J'ai vu des photos de remorques avec des victimes québécoises sur les routes américaines qui m'étaient envoyées par des Québécois qui les voyaient. Ça veut dire qu'ils sont vus. Puis quand les Québécois voient ça, Mélissa Blais, puis que t'es dans, je sais pas moi, en Georgie, ben ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, tu sais, il y a des yeux, puis pas à peu près qui ont vu ça, parce que, tu sais, juste un camion qui fait la 20, entre Toronto, mettons, et puis, on va dire Rimouski, toutes les semaines, je sais pas combien d'automobilistes ils peuvent croiser, là, tu sais, surtout s'ils sont pognés dans le trafic à Montréal. Il y en a beaucoup de monde qui voit les affiches. Fait que c'est ça qu'on veut. Puis, ce qui nous aiderait, c'est d'avoir encore plus de camionneurs qui voudraient, tu sais, ou de transporteurs qui voudraient mettre l'épaule à la roue et qui dire, ben, moi, j'en veux des affiches. C'est gratuit, on les donne, ces affiches-là. On les vend pas. C'est sûr, si vous voulez en acheter, on est bien ouvert. C'est une forme de don, là, tu sais. Il y en a qui en ont acheté, là. Mais la plupart, là, parce que notre entente avec la famille, c'est au moins une affiche. On en fait une affiche. Une affiche, c'est 65 $ plus la création de l'affiche. Donc, on parle d'une centaine de dollars pour une affiche. Puis, c'est le moins des choses qu'on donne une affiche à la famille. En 1935. 135 fois 100 environ. Tu sais, c'est ce que ça nous coûte, là, pour vraiment avoir une seule affiche par le victime, finalement. Fait que, c'est sûr que ça nous donnerait un coup de main, là, si les gens pouvaient nous faire un don de 20 $, là, c'est quelque chose qui, si vous pouvez pas nous aider à être bénévole parce que vous êtes trop loin, ben votre 20 $ va aider justement à déployer des bénévoles qui sont plus près. Puis ils vont aider à la production d'affiches, site web, numéro de téléphone, les adresses courriels, ça coûte cher, tout ça par année. Nos déplacements, c'est ça. Fait que si on veut, on va survivre, je sais qu'on va survivre parce que justement, du monde qui travaille fort là pour les commandites, mais on va survivre encore plus, on va aller encore plus loin si nos coffres se remplissent là, de façon là, ça peut être exagéré, ça va être bien géré aussi. Donc, s'il vous plaît, les gens qui sont capables financièrement, un don. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais je peux juste donner 5$. Ouais, puis c'est un 5$ qui va être hyper bien investi. C'est quoi? Saute un paquet de cigarettes une journée, là, ou fume tes botches, là, mais puis prends de l'argent, puis donne-les à MDIQ. Ça va être bien plus, ça va servir bien plus à ça que aider ta santé avec une smoke, là. Stéphane, avec 43 ans de retard, je te souhaite mes sincères condoléances. Merci. Et je te remercie énormément, mais vraiment beaucoup du temps que tu m'as accordé ce soir. On a appris des choses. Le but, c'était pas nécessairement revenir sur les événements du passé, mais on n'avait pas le choix pour en venir à MDIQ. Mais maintenant, Stéphane Luce, vous pouvez l'associer à MDIQ. Pas le gars de la dame de Stéphane Luce, MDIQ, meurtre et disparition irrésolue du Québec. Merci beaucoup, Stéphane. Ben, merci beaucoup pour ton intérêt. C'est très apprécié et au plaisir de te reparler. Merci, à la prochaine. Ça fait plaisir. Bye bye.